arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. DJ Congélateur vient de perdre la vie au sud de Trècheville. Ne dépassez pas cette vidéo, je vous donne plein de détails. La famille, je suis choqué. DJ Congélateur est décédé. Là, il y a quelques heures. On n'a même pas encore fini de pleurer à Baumer l'éléphant. Surtout de DJ Congélateur. Toi qui regardes cette vidéo là, tu n'es pas mieux que. Est-ce que vous voyez comment la vie est? Ce jeune là ici, malgré il était malade, on sait tous qu'il est bourré de talent. Pour ceux qui ont eu la chance ou bien qui ont eu la curiosité d'aller écouter ses sons, malgré tout, ce petit là, il est talentueux. Il est talentueux, il nous a sorti des sons ici. Je ne comprends pas. DJ Congélateur, on savait tous qu'il était malade. Mais en tant que non, le petit a perdu la vie, je suis choqué. La famille DJ Congélateur est partie. Je viens d'avoir passé cette vidéo pour dire donc 2 jours, on ne peut pas dormir un peu. Dès que tu fermes les yeux un peu seulement, tu te réveilles net. Voilà, c'est décès. Congélateur est parti, famille. À Baumer l'éléphant, avant-hier. Aujourd'hui, DJ Congélateur. Ça peut être toi, ça peut être moi demain. Ceux qui sont là, tu sais qui je suis, tu n'es rien, on n'est que poussière. La Côte d'Ivoire est en deuil. Didier Congélateur vient lui aussi de rendre son dernier souffle. Et les circonstances de sa mort continuent de choquer toute la Côte d'Ivoire. Abomey vient à peine de nous quitter et même pas 72 heures plus tard, un autre drame s'enchaîne. Une autre douleur vient frapper la scène musicale africaine. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre réellement la vérité que beaucoup ne veulent pas dévoiler. Parce que là, il y a des choses dans cette affaire-là qui méritent d'être dites franchement, clairement, sans détour. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre en ce moment. Et franchement, moi, je vais vous parler de ça, mais pas de manière superficielle. Pas juste pour faire une vidéo comme les autres, juste pour annoncer une mort et repartir. Non. On va vraiment s'asseoir ensemble, prendre le temps de comprendre, de réfléchir, de voir réellement ce qui se passe derrière toutes ces mauvaises nouvelles qui continuent de tomber dans le milieu du showbiz ivoirien. Parce que franchement, la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est la suivante. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce milieu-là? Pourquoi est-ce que les mauvaises nouvelles arrivent avec une telle régularité, avec une telle violence, avec une telle fréquence que même les personnes qui ne suivent pas du tout l'actualité culturelle sont forcées de l'entendre, de s'arrêter, de s'interroger? Parce que ce n'est plus une coïncidence. Ce n'est plus quelque chose que l'on peut expliquer par un simple hasard. On a perdu des artistes, des personnalités, des figures du paysage musical et culturel ivoirien les uns après les autres. Et la cadence de ces pertes commence à inquiéter sérieusement. Abomey l'éléphant venait tout juste de nous quitter. La nouvelle était encore toute fraîche. Les gens pleuraient encore. Les messages de condoléances circulaient encore sur les réseaux sociaux. Les cérémonies, les hommages, les tribus n'avaient même pas encore commencé. On était encore en train de réaliser, en train de digérer, en train de trouver les mots pour exprimer la peine que cette disparition avait causée dans les cœurs de ceux qui l'avaient connu, qui l'avaient suivi, qui avaient grandi avec sa musique, avec sa présence, avec son talent. Et c'est dans ce moment-là, dans ce moment de douleur encore ouverte, dans ce moment de vulnérabilité collective que la deuxième mauvaise nouvelle est tombée, le décès de Didier Congélateur. Et là, les gens n'ont pas su comment réagir, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce que beaucoup de personnes ne savaient pas. Et c'est là où le problème commence vraiment. Beaucoup de personnes, et j'insiste là-dessus parce que c'est un point central dans cette affaire, beaucoup de personnes ne savaient absolument pas que Didier Congélateur était malade. Ce n'était pas une information qui circulait. Ce n'était pas quelque chose que l'on évoquait ouvertement, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les cercles proches, ni dans les médias. Et c'est seulement après son décès, seulement une fois que la nouvelle de sa mort était rendue publique, que l'on a commencé à entendre parler de sa maladie, comme si cette information avait été gardée, enfouie, dissimulée jusqu'au dernier moment. Et naturellement, face à ça, les questions ont jailli. Les gens ont commencé à parler, les gens ont commencé à dire ce qu'ils pensaient. Et les avis ont été nombreux, variés, parfois très directs, parfois très émotionnels, parfois carrément accusateurs. Parce que quand quelqu'un que l'on n'aime pas de cette façon-là, dans le silence, dans l'ombre, sans que personne n'ait eu l'occasion d'intervenir, de tendre la main, de proposer de l'aide, ça crée de la frustration, ça crée de la colère, ça crée ce sentiment amer de se dire « si seulement je l'avais su, peut-être que les choses auraient pu être différentes ». Et c'est là où le cœur du problème se révèle vraiment. Parce que dans le milieu artistique, dans le milieu du showbiz, il y a une réalité très particulière qui existe depuis longtemps et que beaucoup de gens connaissent, mais que peu de gens osent dire à voix haute.
C'est cette réalité où les artistes, les personnalités, les figures publiques sont parfois entourés de gens qui gèrent leur image, leur carrière, leurs revenus, mais qui, au moment où ces personnes traversent des périodes difficiles, des périodes de maladie, des périodes de détresse, semblent parfois disparaître dans le silence. Ou pire encore, continuent à utiliser ces artistes-là, continuent à les programmer, à les faire travailler, à les faire se dépenser, même quand leur état de santé aurait demandé autre chose. Et cette question-là, elle n'est pas nouvelle. Elle se pose depuis des années dans le milieu artistique africain. Elle se pose partout dans le monde d'ailleurs. Mais elle se pose avec une acuité particulière en Côte d'Ivoire en ce moment. Parce que les pertes se suivent, parce que les deuils s'accumulent, parce que les familles souffrent et parce que l'opinion publique commence à demander des comptes. Maintenant, est-ce que je vais me mettre à accuser quelqu'un dans cette vidéo? Non. Parce que ce n'est pas le moment, parce que la nouvelle est encore trop fraîche, parce que les faits ne sont pas encore tous établis, et parce que lancer des accusations à la légère dans un moment de deuil collectif, sans preuve, sans réflexion, ce n'est pas du journalisme responsable. Mais ce que je peux faire, c'est poser les questions que beaucoup de gens se posent en silence. Les questions qui méritent d'être posées ouvertement, honnêtement, avec respect pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Parce qu'au fond, si l'on veut vraiment rendre hommage à Didier Congélateur, à Abomey l'éléphant et à tous ceux qui nous ont précédés dans cette douleur, le vrai hommage, ce n'est pas uniquement les larmes, les commentaires sur les réseaux, les mentions RIP. Le vrai hommage, c'est de regarder cette réalité en face. C'est de se demander comment on peut faire les choses différemment. C'est de construire un milieu artistique dans lequel les artistes sont vraiment protégés, vraiment soutenus, vraiment pris en charge quand ils en ont besoin et pas seulement quand ils génèrent de l'argent. Voilà ce que les gens disent. Voilà ce que les Ivoiriens expriment en ce moment. Et voilà ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Parce que vous méritez d'entendre la vérité. Et la vérité, c'est que cette situation est complexe, qu'elle touche à des problèmes profonds, structurels, qui concernent l'ensemble du secteur culturel africain. Et que si l'on n'en parle pas sérieusement, si l'on continue à réagir dans l'émotion sans chercher à comprendre et à changer les choses, alors dans quelques semaines, dans quelques mois, on se retrouvera encore là, à pleurer un autre artiste, à se poser les mêmes questions, à exprimer la même douleur, sans jamais rien avoir changé. Et moi, je ne veux pas ça. Vous non plus, vous ne voulez pas ça. Donc, on continue à parler. On continue à réfléchir. On continue à poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce que cette vidéo va faire du début à la fin. Accrochez-vous. Ce que vous allez entendre, ce que vous allez découvrir va peut-être vous surprendre. Peut-être même vous choquer. Mais vous devez l'entendre. Parce que c'est la réalité. Et cette réalité-là concerne non seulement les artistes, mais chacun d'entre nous qui consomme de la musique, qui suit des personnalités, qui aime et qui soutient la culture ivoirienne. Alors permettez-moi de vous poser cette question directement. Savez-vous vraiment ce qui se passe dans les coulisses du showbiz ivoirien? Savez-vous vraiment ce que vivent les artistes au quotidien? Savez-vous vraiment dans quelle réalité ces personnes évoluent? Loin des projecteurs, loin des concerts, loin des applaudissements. Parce que si vous saviez, vraiment, vous vous poseriez les mêmes questions, vous ressentiriez la même chose, et vous comprendriez pourquoi autant de gens sont en colère en ce moment. Parlons d'abord de la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés, parce que ça aussi c'est important à souligner. On a appris la mort d'Abomey l'éléphant, une figure, une personnalité, quelqu'un que la scène musicale africaine connaissait, respectait, aimait, et le deuil était encore là, la peine était encore présente. Et avant même que les cérémonies aient pu avoir lieu, avant même que la communauté ait eu le temps de souffler, voilà que la nouvelle du décès de Didier Congélateur est annoncée. 2 pertes en l'espace de quelques jours à peine, 2 deuils consécutifs, 2 familles touchées, 2 histoires interrompues. Et quand les choses se passent comme ça, avec cette rapidité, avec cette densité, quelque chose change dans l'atmosphère. La tristesse devient quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépasse la simple peine individuelle pour devenir une forme de deuil collectif, une forme de questionnement collectif sur ce que signifie vivre et travailler dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que les gens parlent, c'est pour ça que les réactions sont aussi fortes. C'est pour ça que les prises de parole se multiplient sur les réseaux sociaux, dans les groupes de discussion, dans les conversations de rue. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui reste silencieux face à la douleur. La Côte d'Ivoire est un pays qui s'exprime, qui ressent, qui réagit. Et quand quelque chose touche le milieu culturel, quand quelque chose touche les artistes, ce sont des milliers de personnes qui sont directement affectées. Parce que la musique, la culture, le showbiz font partie intégrante de l'identité de ce pays. Et quand on perd des figures de cette culture-là, on ne perd pas juste
des individus, on perd quelque chose de plus grand, on perd des morceaux de cette identité collective. Et ça, les Ivoiriens le ressentent profondément. Même ceux qui ne connaissaient pas forcément Didier Congélateur personnellement. Même ceux qui ne suivaient pas sa carrière de près. Parce que dans une communauté, dans une nation, la perte d'un artiste, la perte d'une voix, c'est toujours quelque chose de significatif. C'est toujours quelque chose qui laisse un vide. Et ce vide-là, quand il s'accumule, quand une perte succède à une autre, devient quelque chose de difficile à porter. Voilà pourquoi cette vidéo existe. Voilà pourquoi il est important d'en parler. Voilà pourquoi il est important de prendre le temps, dans ce moment de douleur, de ne pas seulement pleurer, mais aussi de réfléchir, de comprendre et de chercher comment rendre les choses meilleures pour ceux qui viendront après. Pour les artistes qui sont encore là, qui continuent à travailler, qui continuent à créer, qui continuent à faire vivre cette culture extraordinaire qu'est la culture ivoirienne. Et c'est là que j'arrive à la deuxième partie de ce qui se dit en ce moment. Parce que la mort de Didier Congélateur a ouvert une conversation parfois douloureuse, parfois difficile, parfois inconfortable, mais une conversation nécessaire, une conversation sur la manière dont les artistes sont gérés dans ce milieu, une conversation sur les responsabilités de ceux qui les entourent, une conversation sur les priorités dans un secteur où l'argent, le succès et la visibilité peuvent parfois prendre le dessus sur l'être humain, sur la santé, sur le bien-être. Parce que beaucoup de gens qui ont réagi à cette nouvelle ont dit la même chose, avec des mots différents, avec des niveaux d'émotions différents, mais avec le même fond. Didier Congélateur était malade, il souffrait, et apparemment, pas grand monde ne le savait, ou du moins, pas assez de gens ne le savaient pour que des mesures concrètes puissent être prises à temps. Et ça pose une vraie question. Une question qui ne concerne pas seulement ce cas particulier, mais qui concerne de façon plus large la manière dont on traite les artistes dans ce milieu. Est-ce que les gens qui entourent un artiste, les managers, les producteurs, les équipes de communication ont une responsabilité envers la santé de cet artiste? Est-ce que quand quelqu'un est visiblement en difficulté, visiblement malade, visiblement à bout de force, les personnes qui bénéficient de son travail, les personnes qui vivent de sa musique, de ses performances, de sa présence, ont un devoir de s'arrêter, de dire stop, de prioriser la personne humaine avant les engagements contractuels, avant les tournées, avant les revenus? Ce sont des questions difficiles. Ce sont des questions auxquelles il n'y a pas de réponse simple. Mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. Parce que si l'on ne les pose pas maintenant, si l'on laisse passer cette opportunité de réflexion que nous offre malheureusement cette tragédie, alors on manquera quelque chose d'important. On manquera l'occasion de changer les choses. Et les morts n'auront servi à rien si ce n'est à alimenter des moments de tristesse collective qui s'évaporent dès que la prochaine actualité arrive. Et moi, je ne veux pas que Didier Congélateur soit juste un autre nom qu'on oublie après quelques jours de deuil sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas que sa mémoire se réduise à quelques commentaires, quelques posts, quelques vidéos avant que tout le monde passe à autre chose. Non. Si l'on doit lui rendre hommage, si l'on doit vraiment honorer ce qu'il était, ce qu'il représentait, alors l'hommage doit prendre la forme d'une vraie réflexion, d'une vraie remise en question, d'un vrai changement dans la façon dont on regarde, dont on traite, dont on prend soin des artistes dans ce pays et sur ce continent. Parce que la Côte d'Ivoire a du talent, l'Afrique a du talent, et ce talent mérite d'être protégé. Ce talent mérite d'être valorisé. Non pas juste sur scène, non pas juste dans les studios d'enregistrement, non pas juste dans les clips vidéo, mais aussi dans les coulisses, aussi dans la vie quotidienne, aussi dans les moments de doute, de faiblesse, de maladie. Parce que les artistes sont des êtres humains avant tout, avec leur fragilité, avec leur peur, avec leur douleur, et ils méritent d'être traités comme tels. Voilà le message de fond. Voilà ce que cette vidéo porte. Et dans quelques instants, on va continuer à développer tout ça. On va aller encore plus loin dans l'analyse. On va écouter ce que les Ivoiriens ont dit, ce qu'ils ont exprimé, et on va essayer ensemble de faire le tour de cette situation avec respect, avec sérieux, avec l'honnêteté que cette douleur-là mérite. Parce que vous le méritez. Et parce que Didier Congélateur le mérite aussi. Continuons donc. Parce que cette histoire, elle ne s'arrête pas là. Elle est beaucoup plus profonde que ça. Et pour comprendre vraiment ce qui se passe, il faut aller au-delà des réactions de surface. Il faut creuser. Il faut regarder les choses avec les yeux grands ouverts. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble, maintenant, dans cette vidéo, sans filtre et sans compromis. Parce que la vérité, même quand elle est difficile à entendre, reste la seule chose qui puisse vraiment nous aider à avancer. La planète musicale africaine est en train de vivre quelque chose d'absolument difficile à décrire, quelque chose que les mots peinent à capturer dans toute sa dimension.
Parce qu'on ne parle pas juste de statistiques, on ne parle pas juste de noms sur une liste. On parle de personnes réelles, de vies réelles, d'histoires réelles, de familles réelles qui se retrouvent du jour au lendemain, plongées dans un deuil qu'elles n'avaient pas anticipé, dans une douleur qu'elles n'étaient pas prêtes à vivre, et qui doivent maintenant, au-delà de la peine, gérer tout ce que la mort d'un proche implique sur le plan pratique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Et c'est là qu'une autre réalité entre en jeu. Parce que quand un artiste décède, quand une personnalité publique s'en va, il y a toute une mécanique qui se met en marche. Les hommages arrivent peut-être par dizaines, par centaines, par milliers. Les messages de soutien se multiplient. Les médias parlent de lui pendant quelques jours. Et puis, progressivement, le monde continue à tourner. L'actualité avance. D'autres sujets prennent la place. Et la famille, elle, reste là, seule avec sa douleur, seule avec les factures, seule avec les problèmes pratiques que la disparition d'un être cher génère inévitablement. Et c'est pour ça que certaines personnes ont évoqué l'idée d'une cagnotte. Pas par manque de respect, pas pour minimiser ce qui s'est passé, mais parce que la réalité concrète d'une famille qui perd un des siens, surtout quand cette personne était une figure publique qui n'avait peut-être pas accumulé la richesse que l'on aurait pu imaginer de l'extérieur, c'est une réalité difficile. Et le fait d'en parler, de l'évoquer, c'est une façon de reconnaître que derrière les paillettes, derrière la gloire apparente, il y a souvent une toute autre histoire. Et justement, parlons de cette autre histoire. Parlons de ce qui se passe vraiment derrière les scènes. Parce que dans le monde du showbiz, dans le monde de la musique populaire africaine, il y a une forme de paradoxe qui existe depuis longtemps. D'un côté, il y a des artistes qui remplissent des salles, qui font vibrer des foules, dont la musique est écoutée par des millions de personnes. Et de l'autre côté, il y a parfois une réalité financière qui ne correspond pas du tout à ce que cette popularité laisse supposer. Parce que la façon dont les revenus sont distribués, dont les contrats sont structurés, dont les bénéfices sont partagés dans ce milieu-là, n'est pas toujours juste, n'est pas toujours transparente et n'est pas toujours en faveur de l'artiste. Est-ce que c'est le cas ici? Je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je n'ai pas les détails de la situation personnelle de Didier Congélateur. Je n'ai pas accès à ses contrats, à ses finances, à la réalité de ses relations avec les gens qui l'entouraient. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que beaucoup de gens sont exprimés dans leurs réactions, c'est une préoccupation qui va au-delà de ce cas individuel. C'est une préoccupation systémique. Une préoccupation qui touche à la façon dont le secteur artistique africain fonctionne en général. Et si l'on veut vraiment que les choses changent, si l'on veut vraiment que les prochaines générations d'artistes soient mieux protégées, alors il faut avoir cette conversation. Il faut parler de la structure de ce secteur. Il faut parler des droits des artistes. Il faut parler des responsabilités des managers et des producteurs. Il faut parler de la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection pour les artistes, des systèmes de sécurité sociale, des fonds d'aide, des structures de soutien qui existent vraiment, pas juste sur le papier, mais dans la pratique, dans le quotidien, dans les moments où un artiste en a vraiment besoin. Parce que la musique africaine est une richesse. La culture ivoirienne est une richesse. Et cette richesse mérite d'être protégée, mérite d'être valorisée dans toutes ses dimensions, pas seulement dans sa dimension commerciale et spectaculaire, mais aussi dans sa dimension humaine, dans sa dimension sociale, dans sa dimension de responsabilité collective envers ceux qui la font vivre. Les cagnottes se mettent en place, les appels à la solidarité se multiplient, les gens répondent présent. Et c'est bien, c'est même très bien, parce que ça montre la générosité de la communauté. Ça montre que quand les gens savent, ils agissent. Mais la question est là, pourquoi est-ce que cette même rapidité, cette même efficacité, cette même mobilisation ne se produit pas quand il s'agit de la santé? Pourquoi est-ce que quand un artiste est malade, l'information reste confinée dans un cercle restreint, gardée secrète, dissimulée au monde extérieur qui pourrait pourtant vouloir et pouvoir aider? Pourquoi est-ce qu'on attend que ce soit trop tard pour en parler? Et là, plusieurs explications coexistent. La première, on l'a déjà mentionné, la question de l'image, la question de la vulnérabilité perçue comme une faiblesse dans un milieu très compétitif. La deuxième, c'est peut-être une question de culture plus profonde. Une culture dans laquelle on ne parle pas facilement de ses difficultés de santé, dans laquelle la maladie est parfois vécue comme quelque chose de honteux, de privatif, de trop intime pour être partagé. Une culture dans laquelle on souffre en silence parce que c'est ce qu'on a appris à faire depuis toujours. Et la troisième explication, c'est peut-être la plus difficile à accepter, mais la plus importante à considérer. C'est la question de l'intérêt.
Parce que dans certains cas, certaines personnes qui entourent un artiste peuvent avoir intérêt à ce que sa situation de santé reste discrète. Parce que si la situation était connue, si l'état de santé de l'artiste devenait public, peut-être que des contrats seraient annulés. Peut-être que des engagements seraient reportés. Peut-être que des revenus seraient compromis. Et dans un milieu où l'argent est souvent le moteur principal des décisions, il est possible que cet intérêt financier ait parfois primé sur le devoir de transparence et de protection de l'artiste. Est-ce que je dis que c'est ce qui s'est passé dans le cas de Didier Congélateur? Non. Je répète que je n'ai pas les détails, je n'ai pas les preuves. Et je ne vais pas accuser sans preuve. Mais je dis que cette dynamique-là existe dans le milieu artistique. Je dis que c'est une réalité que beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur connaissent. Et je dis que si on veut vraiment changer les choses, il faut avoir le courage de nommer cette dynamique, même quand c'est inconfortable, même quand ça touche des gens qui ont du pouvoir, de l'influence, de la visibilité. Parce que le silence aussi est une forme de complicité. Et nous, en tant que communauté, nous ne pouvons plus nous permettre de rester silencieux face à des situations qui coûtent des vies. Et c'est là que je veux m'arrêter un moment pour vous parler d'autre chose. D'une tendance que l'on observe et qui, dans un sens, est symptomatique de quelque chose de plus large. On a mentionné le fait que Didibé, un autre artiste ivoirien bien connu, semblait vouloir évoluer vers une autre direction, vers le Nigeria, vers une musique plus anglophone, vers peut-être un environnement différent, un écosystème différent dans lequel il pense, espère, croit peut-être qu'il pourra s'épanouir davantage, être mieux protégé, trouver une stabilité que le contexte actuel ne lui offre pas. Et cette information-là, qu'on soit d'accord ou pas avec ses choix, qu'on le comprenne ou qu'on le regrette, dit quelque chose d'important. Elle dit que certains artistes ivoiriens, certains créateurs, certaines personnalités qui ont tout donné à leur pays, à leur culture, à leur public, commencent peut-être à douter, commencent peut-être à se demander si l'environnement dans lequel ils évoluent est vraiment capable de les soutenir comme ils le méritent. Et cette question, cette interrogation existentielle pour un artiste, c'est profondément humain et profondément compréhensible. Parce que créer, ça demande de la sécurité, pas seulement financière, pas seulement matérielle, mais aussi une sécurité émotionnelle, une sécurité psychologique. Le sentiment que l'on est entouré de gens qui vous respectent, qui vous valorisent, qui prennent soin de vous non seulement pour ce que vous produisez, mais pour ce que vous êtes. Et si cet environnement-là n'existe pas, si cet écosystème de confiance et de soutien n'est pas construit, alors les artistes vont aller le chercher ailleurs, vont aller construire leur avenir là où ils pensent trouver ce dont ils ont besoin. Et la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre de perdre ses talents. Pas comme ça, pas de cette façon. La Côte d'Ivoire a une scène musicale extraordinaire, une richesse culturelle incroyable, des artistes de talent qui font briller ce pays sur la scène internationale. Et cette richesse-là, elle mérite d'être gardée, nourrie, protégée sur le sol ivoirien. Elle mérite d'être valorisée ici, par les structures d'ici, par les institutions d'ici, par les décideurs d'ici. Alors, la vraie question que tout ça pose, la vraie question que cette série de tragédies et de questionnements soulève, c'est: est-ce que la Côte d'Ivoire est prête à faire ce travail? Est-ce que les acteurs du milieu artistique ivoirien sont prêts à avoir cette conversation difficile, à accepter les remises en question, à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus humain? Est-ce que les décideurs, les politiques, les institutions culturelles sont prêts à investir non seulement dans les spectacles et les festivals, mais aussi dans la protection des artistes eux-mêmes? Ces questions ne sont pas rhétoriques. Ce sont de vraies questions qui attendent de vraies réponses. Et la réponse ne viendra pas dans cette vidéo. Elle ne peut pas venir d'une seule voix, d'un seul espace, d'un seul moment de réflexion. Elle doit venir d'un mouvement, d'une mobilisation, d'une décision collective, d'une volonté partagée entre les artistes eux-mêmes, leurs entourages, leur public et les structures qui organisent et gouvernent le secteur culturel. Et en attendant que ce mouvement prenne forme, en attendant que ce changement s'opère, il y a des choses concrètes que chacun d'entre nous peut faire. Des petites choses, des choses simples, mais des choses qui, mises ensemble, peuvent avoir un impact réel. On peut prendre le temps de demander des nouvelles des artistes que l'on aime, pas juste quand ils sortent un nouveau morceau, pas juste quand ils annoncent un concert, mais aussi dans les moments calmes, dans les périodes de silence, pour simplement dire « Hey, comment tu vas? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» On peut aussi être plus attentif à la façon dont on réagit à la vulnérabilité des personnalités publiques,
Parce que parfois, la raison pour laquelle les artistes ne parlent pas de leurs difficultés, c'est qu'ils ont peur de la réaction du public. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur que leur image soit ternie. Ils ont peur que les moqueries arrivent avant les messages de soutien. Et si, en tant que public, nous montrons que nous sommes capables d'accueillir la vulnérabilité avec compassion, avec bienveillance, avec respect, alors peut-être que progressivement, cette culture du silence commencera à se fissurer. Et on peut aussi simplement soutenir les artistes de façon concrète, écouter leur musique sur les plateformes légales, aller à leurs concerts, acheter leurs albums quand c'est possible, partager leur musique avec nos proches. Parce que la sécurité financière d'un artiste passe aussi par là, passe aussi par le soutien de son public, par la reconnaissance concrète et matérielle de son travail. Et ça, c'est quelque chose que chacun d'entre nous peut faire à son niveau, dans sa mesure, selon ses moyens. Voilà des pistes, voilà des directions, voilà des façons concrètes de transformer cette douleur en action positive. Ce n'est pas grand-chose pris individuellement, mais prise ensemble, mis bout à bout, dans la durée, ça peut changer des choses. Ça peut contribuer à construire ce milieu artistique plus sain, plus juste, plus humain, dont nous avons tous besoin, dont les artistes ont besoin, dont la culture africaine a besoin. Parce que la culture africaine est vivante, elle est forte, elle est résiliente, elle a traversé des épreuves bien plus difficiles et elle a continué à chanter, à danser, à créer, à vibrer. Et elle continuera. Parce que l'art est indestructible, parce que la créativité humaine est inépuisable. Parce que tant qu'il y aura des gens qui ressentent, qui aiment, qui souffrent, qui espèrent, il y aura des artistes pour mettre tout ça en musique, pour le transformer en beauté, pour le partager avec le monde. Mais pour que ces artistes-là puissent continuer à exister, à créer, à donner, ils ont besoin de notre soutien, de notre présence, de notre vigilance, de notre amour. Pas seulement quand tout va bien, surtout quand ça va mal, surtout dans les moments difficiles, surtout dans les moments où personne d'autre ne semble regarder. Et c'est ça, au fond, la leçon de tout ce que nous venons de vivre. C'est ça le message que Didier Congélateur, que Abomey l'éléphant et tous ceux qui nous ont précédés dans ce deuil nous laissent en héritage. Prenez soin les uns des autres. Ne laissez personne souffrir seul. Ne laissez personne tomber dans le silence. Tendez la main avant qu'il soit trop tard. Soyez présents, soyez attentifs, soyez humains, parce que c'est ça qui compte vraiment, c'est ça qui reste. Quand les albums sont sortis, quand les concerts sont terminés, quand les projecteurs s'éteignent et que la vie reprend son cours ordinaire. Ce qui reste, c'est ce que l'on a fait les uns pour les autres. C'est comment on s'est traité. C'est comment on a pris soin de ceux qui nous entouraient. Et c'est cette dimension-là, cette dimension profondément humaine que le showbiz ivoirien doit apprendre à mettre au centre de tout le reste. Voilà. Le deuxième paragraphe de cette partie touche à sa fin. Et avant de conclure cette deuxième partie, je veux vous dire encore une chose importante. Cette vidéo n'est pas une vidéo de haine. Ce n'est pas une vidéo pour alimenter des débats toxiques, pour pointer des doigts, pour créer des tensions. Cette vidéo est une vidéo d'amour. D'amour pour la culture ivoirienne, d'amour pour les artistes, d'amour pour les familles en deuil et d'amour pour vous qui prenez le temps de regarder, de réfléchir, de vous laisser toucher par ce que nous vivons collectivement en ce moment. Parce que si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous vous souciez, c'est que vous vous sentez concerné, c'est que vous avez dans le cœur cette même envie que moi de voir les choses aller mieux. Et ça, c'est précieux, ça compte, ça fait partie de la solution. Parce que le changement commence dans les cœurs, commence dans les consciences, commence dans la décision individuelle de ne plus rester passif, de ne plus laisser les choses se passer sans réagir, de ne plus accepter comme une fatalité ce qui peut être changé si on s'y met ensemble. Alors voilà ce que je vous demande. Allez dans les commentaires, partagez ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez, proposez des idées. Partagez cette vidéo avec les gens de votre entourage parce que cette conversation mérite d'être entendue par le plus grand nombre possible, mérite de se propager, de circuler, de toucher les gens là où ils sont, là où ils vivent, là où ils aiment. Parce que c'est ensemble que l'on peut changer les choses, pas seul, pas isolément, mais ensemble dans cette solidarité-là qui est la plus belle des choses que la culture africaine nous a apprises depuis toujours. Et à Didier Congélateur, à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont aimé, courage, Dieu courage. Vous n'êtes pas seul, nous sommes avec vous dans cette épreuve. Et la mémoire de cet homme, la mémoire de son talent, de sa contribution à la culture ivoirienne sera gardée.
sera honorée, sera transmise aux générations qui viennent. Repose en paix, Didier Congélateur. La Côte d'Ivoire t'aimait, l'Afrique t'aimait, et cet amour-là ne disparaîtra pas avec toi. Il continuera de vivre dans ta musique, dans les cœurs de ceux qui t'ont connu, dans les danses et les chants de tous ceux qui ont grandi avec toi, autour de toi, grâce à toi. Voilà, on continue avec les parties suivantes. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de vous soucier, parce que ça fait toute la différence. Maintenant, plongeons dans quelque chose d'encore plus concret. Parce que cette réalité, cette douleur que vivent en ce moment les proches de Didier Congélateur, elle ne se limite pas à la sphère émotionnelle. Elle a des répercussions très concrètes, très matérielles, très pratiques, et il est important d'en parler, même si c'est parfois inconfortable, même si certains pensent que ces questions-là ne devraient pas être abordées dans un moment de deuil. Parce que précisément, c'est dans les moments de deuil que ces questions-là se posent avec le plus d'urgence. Quand une famille perd un des siens, surtout dans des circonstances imprévues, surtout quand cette perte n'était pas anticipée, elle se retrouve face à un ensemble de responsabilités pratiques qui s'ajoutent à la douleur. Il y a l'organisation des funérailles, il y a les frais qui vont avec, il y a tout ce que cela implique sur le plan logistique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel. Et quand cette famille n'a pas les moyens de faire face à tout ça seule, quand les ressources ne sont pas là, quand la personne disparue n'a pas laissé de patrimoine suffisant pour couvrir ces besoins-là, alors la détresse s'ajoute à la douleur. Et c'est une réalité que l'on voit trop souvent dans le milieu artistique africain. Des artistes qui font briller leur pays, qui remplissent des stades, dont la musique est écoutée par des millions de personnes, mais dont la situation financière personnelle n'est pas à la hauteur de cette visibilité, parce que les revenus ne sont pas distribués de façon équitable, parce que les artistes ne contrôlent pas toujours leurs droits, leurs royalties, leurs contrats, parce que les structures qui devraient les protéger, les organismes qui devraient veiller à leurs intérêts économiques ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Et cette réalité-là, elle n'est pas propre à la Côte d'Ivoire.